Donc, Christian Delorme, tu viens de faire un cadeau à la Martinique là qui est très important. Comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ce genre de vestiges de l'histoire? Alors, je ne sais pas si on peut parler de vestiges. C'est vrai que la question de l'esclavage a vraiment marqué ma vie depuis mon adolescence. Parfois, dans l'adolescence, on lit des ouvrages qui vont nous marquer pour la vie. Même si, plus tard, on peut devenir critique par rapport à ces ouvrages. Et en l'occurrence, quand j'avais 14-15 ans, j'ai lu, dévoré, je crois, relu La classe de l'oncle Tom. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on critique beaucoup cet ouvrage parce qu'il donne une image assez paternaliste des Noirs. Mais c'est quand même un ouvrage qui a joué un rôle important dans la prise de conscience de la population blanche nord-américaine contre l'esclavage. Et moi, ça m'a beaucoup sensibilisé, ça a marqué ma sensibilité à la question, je pense plus globalement, de la dignité de l'homme, et notamment de la dignité de l'homme noir, de l'être humain, de la personne noire. Et je me suis ensuite passionné pour tous les mouvements de libération de l'homme noir, et en particulier pour le mouvement des droits civiques américains. Donc je suis né en 1950, c'est facile de compter, j'ai 70 ans passés maintenant. Quand j'avais déjà 15 ans, Martin Luther King a été le héros de ma jeunesse, et je peux dire que c'est le personnage qui n'a cessé d'éclairer ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a eu des facteurs favorables pour cela, puisque Martin Luther King est venu à Lyon le 29 et le 30 mars 1966, j'avais 15 ans et demi, et je suis allé l'écouter à la Bourse du Travail. Et quelques jours après, je lui ai écrit via l'ambassade américaine à Paris, et il m'a répondu. Et pour moi, c'était comme un passage de témoin. Comme si c'était une manière de dire, ben voilà, ta vocation, c'est d'être un acteur de la lutte contre le racisme, contre le mépris de la dignité humaine. Et j'ai toujours eu en arrière-fond, alors les livres qu'on lit comme ça, ils constituent notre paysage mental, quoi. J'ai toujours eu en arrière-fond cette question de l'esclavage, et j'ai toujours été attentif du coup à ce qui pouvait se passer autour de cette question, et notamment autour de la persistance de l'esclavage dans le monde, puisque malheureusement l'esclavage n'est pas mort dans le monde, et aujourd'hui il renaît de manière inquiétante, terrible. C'est comme ça que quand j'avais 18 ans, j'ai été en contact à Paris avec un comité pour l'abolition de l'esclavage qui avait été créé par André Chalard, qui avait été coopérant en Algérie et qui avait découvert dans le sud algérien encore des esclaves noirs. Et j'ai adhéré à 18-19 ans à la Société anti-esclavagiste de Londres, l'Anti-Slavery Society, qui était dirigée à l'époque par Lord Patrick Montgomery. Et donc j'ai adhéré à cette société. Et puis ensuite, j'ai croisé la question de l'esclavage dans ma vie. Je l'ai croisé lors d'un premier voyage au Maroc qui a coïncidé avec les 40 ans du roi Hassan II. Donc ça devait être en 1969 je crois. Et là, je me souviens avoir vu dans les campements qui étaient organisés pour cette fête, c'était une grande fête dans tout le royaume, c'était une fête qui était imposée aussi, hein. Et je me souviens avoir vu des serviteurs noirs, et j'en étais impressionné parce que quand on essayait de parler avec eux, alors, ils parlaient qu'arabe, l'arabe marocain, mais ils disaient bien qu'ils étaient des gens de conditions serviles, quoi, hein. Plus tard, dans ma vie militante, ça devait être autour des années 1980-90, je ne sais plus exactement, début 1990, peut-être 1991, j'ai participé aussi à une mission d'enquête sur les droits de l'homme en Mauritanie, avec la fondation Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Et nous avions fait à l'époque un rapport sur la persistance de l'esclavage en Mauritanie. Nous avions rencontré des gens qui luttaient, notamment des Noirs mauritaniens, hein, ce qu'on appelle les Haratim, les affranchis, qui luttaient pour une légalité. Et puis, malheureusement, je crois pouvoir dire que la boucle est un peu bouclée, puisque depuis 3 ans, ici, j'accueille chez moi des jeunes migrants subsahariens, et parmi eux, certains sont passés par la Libye, où ils ont été esclaves au sens strict du terme, enlevés, vendus,
puis j'ose pas dire les violences qu'ils ont pu subir. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est un peu bizarrement, qui est une espèce de un grand fil conducteur de mon existence. Avec Martin Luther King, dont j'essaie avec d'autres amis ici de perpétuer la mémoire, mais pas une mémoire pour se souvenir d'événements passés, mais dire qu'est-ce que ça nous insuffle aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce quel souffle ça nous donne aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été amené avec Michel Chomara à être commissaire d'une exposition sur Martin Luther King en 2018 à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui a accueilli en 4 mois presque 50 000 visiteurs. Et dans le cadre de cette exposition, pour préparer cette exposition, j'avais été amené à recueillir un certain nombre d'éléments, et c'est comme ça notamment que j'ai acquis des chaînes d'esclaves auprès d'antiquaires américains aux États-Unis, que je vous promets maintenant, parce que voilà, il y a quelque chose de sacré dans ces chaînes. Pour moi, ces chaînes, elles sont porteuses, c'est pas que du métal, elles sont porteuses de la souffrance des hommes à qui on les avait mises à leurs pieds. Voilà. Donc, moi, je les avais achetées d'Amérique, elles sont arrivées ici en Europe, elles vont repartir aux Amériques, aux Antilles. Voilà, je trouve que, je sais pas si c'est une manière de dire que, voilà, ces hommes ont été arrachés à leur terre, emmenés ailleurs. Certains sont morts dans les traversées, sont morts là-bas, aux Antilles ou ailleurs. Voilà, donc, elles sont peut-être faites pour circuler, pour rappeler justement qu'on est encore capable aujourd'hui d'arracher des hommes à leur famille, à leur terre, pour les vendre, pour les exploiter ailleurs. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous espérez en me les donnant? Ça? Pour moi, c'est important qu'on n'oublie pas ces gens, parce que ce sont des frères en humanité qui ont souffert à cause d'autres frères en humanité. Et d'abord, il y a un devoir de respect à leur égard. Je sais pas comment dire. Pour moi, toute vie humaine est sacrée. Et donc ça, c'est des hommes qui ont été massacrés. Je fais un jeu de mots qui n'est pas forcément très heureux. Et je pense qu'on a un devoir on ne sait pas quelles sont les personnes qui les ont portés, mais on sait qu'il y a des êtres humains qui les ont portés, qui ont souffert, qui ont crié, qui avaient eu une mère, qui avaient peut-être des enfants, je sais pas, voilà, des hommes qui ont crié, qui ont été massacrés, qui ont été niés dans leur dignité d'homme. Je pense que c'est d'abord un devoir à leur égard de respect. Je ne sais pas si ces hommes ou ces femmes ou ces enfants, j'en sais rien, ont une sépulture, peut-être pas. Et puis un devoir de mémoire, et pas pour faire de l'histoire, mais parce que ces crimes contre l'humanité, ils font partie de l'histoire humaine, et ils se répètent régulièrement, sous des formes nouvelles, mais ils se répètent régulièrement. Et je crois que quand on visualise ces chaînes, on sent, on est mis brutalement en contact. Il y a comme un... le temps n'existe plus, parce qu'on se retrouve au XVIIIe, au XIXe siècle, quand ces hommes ont porté ces chaînes. Ils sont là autrement, quoi. Et je pense que c'est très important, parce que l'homme est toujours capable de barbarie. Donc il faut qu'en permanence on apporte, alors je vais dire un mot qui est contemporain, le vaccin contre la barbarie. Et ces objets-là, qui sont des objets sacrés, nous aident. Donc maintenant, c'est vous qui les avez. Et je sais que vous en ferez le meilleur usage. Merci beaucoup.